Et allez. Comment jouer à Machicoulis? Dans Machicoulis, chaque joueur aura son deck, généralement de 60 cartes, qui comporte 5 grandes catégories de cartes. Chaque catégorie de cartes a son petit symbole en bas à gauche, et les péons, c'est un type à part, ont un bas blanc. L'objectif dans Machicoulis, ça va être de construire des monuments qui vont vous rapporter du prestige. Le but du jeu est de construire un village qui atteint une certaine valeur de prestige avant vos adversaires. Chaque joueur aura sa zone de jeu délimitée en différentes zones, avec le deck avec son dos rose, la pile de péons avec le dos vert, un endroit pour délimiter votre défausse, et vous aurez ensuite votre territoire, votre village et votre domaine. On va voir ce qu'on en fait par la suite. Toutes les cartes du jeu ont un coût en pièces d'or, indiqué en haut à gauche, comme ceci. Ainsi, pour jouer ces cartes depuis votre main, il faudra payer un coût en pièces d'or, équivalent ici à 4. Comment est-ce qu'on a des pièces d'or? Ce sont les habitants les plus simples de votre village, les péons, qui vous voulez fournir. À chaque tour, un péon, vous allez pouvoir le fatiguer comme ceci, pour générer une pièce d'or. Cette pièce d'or, vous pouvez la dépenser pour jouer des cartes depuis votre main, comme par exemple cette relique qui coûte 1. Si à la fin de votre tour, vous n'avez pas dépensé toutes les pièces d'or que vous avez procurées vos péons, vous pouvez en garder de côté, les mettre en banque, on appelle ça, pour un tour futur. Donc par exemple, mettons que ici je n'ai rien dépensé, et bien je peux mettre 2 pièces d'or dans ma banque, par exemple ici, pour les jouer à un tour futur. La banque peut contenir jusqu'à 5 pièces d'or, maximum. Là j'utilise des pièces, mais vous pouvez utiliser un dé ou noter sur du papier ou quoi qu'est-ce. On va voir par exemple avec l'exemple du premier tour. Pour démarrer une partie de Machicoulis, on va piocher une carte dans sa pile de péons et 5 cartes du dessus de son deck. Ok. À partir de cette main de départ, que vous allez regarder, vous pouvez choisir jusqu'à 3 cartes pour les remettre sous les pioches correspondantes et en reprendre jusqu'à 3. C'est ce qu'on appelle le mulligan. Donc, si par exemple je décide de ne pas garder celle-ci ni celle-ci, je vais les remettre dans leur pile correspondante, donc le péon sous la pile de péons et la carte du deck sous le deck, hop, et repiocher d'autant de ce que j'ai possédé. Donc là je peux reprendre une carte ici et une carte ici. Et ça sera ma main de départ. À partir de là, je ne peux plus la modifier. Comment se passe le premier tour? Chaque tour, on commence par 2 étapes. Réveiller son village, c'est-à-dire remettre droit toutes les cartes qui avaient pu être inclinées pendant les tours précédents. Là, j'en ai pas. Et piocher. Au début de chaque tour, le joueur peut piocher 2 cartes. À chaque fois que vous aurez l'occasion de piocher, vous pouvez choisir dans quelle pile vous piochez. Par exemple, ici au début de mon tour, je peux piocher 2 cartes. Je vais choisir de piocher, par exemple, une ici et une ici. Ensuite, à chaque tour, je peux poser de ma main et dans ma zone de jeu, un péon maximum. Par exemple, là, je vais mettre un péon de base prêt à travailler. Ce péon de base, je peux donc le faire travailler pour gagner une pièce d'or que je peux dépenser si j'ai l'occasion de le faire avec des cartes de ma main. Dans le cas présent, on voit que j'ai aucune carte qui coûte 1, donc cette pièce d'or ne va me servir à rien. Je décide de la mettre en banque. Hop. Et donc, ensuite, ça passe au tour du joueur suivant, jusqu'à ce que tous mes adversaires aient joué et que ça redevienne mon tour. Donc, au début de mon tour, comme je disais, je réveille mon village, et je vais piocher 2 cartes. Ici, n'importe quoi, je décide de prendre 2 ici. Donc, je peux jouer un deuxième péon, et ces deux péons peuvent travailler. Je peux aussi choisir de ne pas les faire travailler à ce tour-ci, mais les faire travailler pendant un tour adverse, par exemple, pour jouer une des catégories de cartes qui sont les sorts, qui sont le seul type de carte qu'on peut jouer n'importe quand, même pendant les tours des adversaires. Ici, avec mes 2 péons, je fais 2 pièces d'or. Avec celle-ci, j'en aurai théoriquement 3. Donc là, je peux jouer une carte qui coûte 3. Là, j'ai rien d'intéressant à jouer à 3, mais j'ai celle-ci à 2. Donc je vais utiliser mes 2 pièces d'or de mes péons et je joue une unité. Qu'est-ce que c'est que les unités? Ce sont les habitants et les créatures qui vivent dans votre village et qui vont vous servir à 2 choses, soit protéger votre village, soit aller attaquer les villages des adversaires. Car c'est l'occasion d'aborder la structure d'un tour. Un tour se
découpe en plusieurs phases. On a, comme je vous disais, la phase de réveil. On va réveiller le village au début du tour et piocher. On a notre phase de construction, où on va pouvoir jouer des cartes. Ensuite, on a la phase de combat. À la phase de combat, je vais pouvoir décider, en fatiguant une de mes unités qui n'est pas arrivée à ce tour-ci, d'aller attaquer les villages des adversaires. Et on va voir comment ça se passe après. Après la phase de combat, j'ai une deuxième phase de construction, puis mon tour se termine. On va progresser un peu dans la partie. On est maintenant dans un tour futur. J'ai maintenant 3 monuments dans mon village, pour un total de 12 de prestige. Donc, mon plan de jeu progresse. Et j'ai également 2 unités à disposition. Qu'est-ce qui se passe maintenant si pendant la phase de combat, je décide d'aller attaquer un village adverse? Eh bien, je dois fatiguer l'unité qui attaque et désigner une cible. Alors, qu'est-ce que c'est une cible? C'est soit un monument, soit une unité adverse qui serait fatiguée. Donc, on va dire que cette unité est une unité adverse et fatiguée. Et dans ce cas, avec mon chien famélique, j'ai le choix soit d'aller attaquer un monument, soit une unité fatiguée. Dans le cas où j'attaque un monument, que se passe-t-il? L'adversaire peut déclarer qu'il va tenter de défendre son monument en bloquant avec une de ses unités qui serait disponible et une unité pas fatiguée. Ou alors, il décide de ne pas défendre son monument et, dans ce cas, mon unité va venir attaquer le monument. Dans ce cas, on doit faire ce qu'on appelle un jet de structure. Vous pouvez voir sur chaque carte de monument qu'il y a donc le prestige, mais aussi le jet de structure et la défense du monument. Le jet de structure, ça indique le résultat que je vais devoir atteindre avec un dé pour résister à l'attaque de l'adversaire. Donc ici, je dois faire 4 ou plus. Je vais lancer mon dé, j'ai fait 4. 4 ou plus, c'est bon. Donc l'attaque est ignorée. Le chien famélique a attaqué pour rien. Si jamais au contraire j'avais fait 1 par exemple, donc en dessous de 4 ou plus, eh bien l'attaque est réussie, et donc je vais mettre autant de points qu'il y a d'impact sur l'unité qui attaque dans la défense du monument attaqué. Donc ici, avec un impact dans 5 de défense, ça va réduire la défense du monument, qui est maintenant à 4. Je peux la noter avec un dé. Hop. Pour dire que le monument n'a plus que 4 points de vie, entre guillemets. Si jamais un monument n'avait plus de défense, suite à diverses attaques, divers effets, eh bien le monument est détruit. Et dans ce cas, la valeur de prestige du village va diminuer. Dans le cas où l'adversaire aurait décidé de défendre ici avec son gnome arcaniste, eh bien, on va comparer les puissances des 2 unités qui combattent, donc ici 10 et ici 40, et l'unité qui a le plus de puissance emporte le combat et détruit l'autre. Donc ici, si l'adversaire avait décidé de bloquer avec son gnome, il aurait détruit mon chien famélique. Dommage. En cas d'égalité, les 2 unités sont détruites. Donc, dans ce cas présent, si j'attaque un village où il y aurait cette unité prête à défendre, c'était une mauvaise décision parce que je vais aller m'empaler dans le gnome arcaniste. C'était la phase de combat, donc après cette phase de combat, j'ai le droit à une deuxième phase de construction. On a d'autres types de cartes dont on n'a pas encore parlé, c'est les reliques et les sorts. On a parlé brièvement des sorts. Les reliques, c'est des objets magiques que vous allez jouer et puis garder de côté dans votre village, qui ont un effet quasi permanent, passif, ou parfois des effets qui se déclenchent à des moments très spécifiques. Si on regarde par exemple ce halo du cygne, c'est une relique qui va me coûter 1 pièce d'or à jouer, et qui dit que tant que je contrôle exactement 6 péons, mes unités et mes monuments ont secret. Qu'est-ce que c'est que cette info-là? Quand un mot est accompagné d'une icône et d'un cadre, c'est un mot-clé. C'est un mot qui résume un ensemble de règles de manière plus succincte. Donc ça, sur cette relique, c'est un effet permanent. Et on a également les sorts, qui sont des cartes que je peux jouer à tout moment, même pendant un tour adverse, et qui vont avoir un coût en pièces d'or. Je paye le coût en pièces d'or, ça déclenche l'effet. Et ensuite, la carte part à la défausse. La défausse qui va se situer n'importe où, tant que c'est clair pour tout le monde. Donc ici, je jouerai ce sort, et ça déclencherait cet effet qui est de détruire une relique ciblée, et son contrôleur peut piocher une carte, par exemple. Il y a une particularité, c'est que les sorts peuvent être joués à tout moment, c'est-à-dire vraiment à tout moment, même quand par exemple un adversaire décide de déclencher un de ses sorts. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On va en quelque sorte empiler les effets,
puis les résoudre dans l'ordre inverse de comment ils ont été déclarés. C'est-à-dire que le dernier joueur qui dit je joue tel sort, ça sera le premier effet qui sera déclenché. Donc si jamais joueur A décide de jouer une transmutation, mais qu'en réponse, joueur B décide de jouer parvenir à vos fins, on va d'abord réaliser l'effet de parvenir à vos fins, la carte va partir à la défausse, puis on va jouer cet effet-là. Concrètement, là j'ai expliqué toutes les règles de Mashikuli. Après, la subtilité va venir de tous les effets apportés par les différentes cartes, les mots-clés, les effets de chaque carte. Certaines cartes n'auront aucun effet particulier, comme cette limace géante qui est juste une grosse unité puissante. D'autres monuments vont avoir des effets quand ils sont joués. Voilà, comme ici, certains monuments n'auront pas d'effet. Voilà. La variété des cartes va venir complexifier vos parties, là où les règles de base sont quand même relativement simples. À vous de jouer.